Je m'appelle Silu. J'ai 32 ans et je dirige une entreprise de chauffage, ventilation et climatisation commerciale. J'ai construit ma vie de mes propres mains, calleuse et cicatrisée par des années à manipuler des clés et à couper de la tôle dans un froid glacial. Je n'ai jamais demandé un seul centime à ma famille, ce qui est ironique quand on pense qu'ils ont toujours considéré que ce qui était à moi leur appartenait. Tout a commencé un mardi ordinaire de novembre. J'étais sur une nacelle élévatrice sur le chantier d'un immense entrepôt pour vérifier des conduits. Tout à coup, j'ai eu l'impression qu'on m'enfonçait un couteau brûlant directement dans l'estomac. J'ai lâché ma perceuse. La douleur était si aveuglante, si absolue, que ma vision est devenue complètement blanche. Je me s'effondrais sur la plateforme métallique. Mon équipe a dû descendre la nacelle et appeler une ambulance. Au moment où je suis arrivé aux urgences, mon appendice avait éclaté et une grave septicémie envahissait déjà mon sang. Les médecins m'ont dit plus tard que mon corps était en train de lâcher rapidement. J'avais besoin d'une opération d'urgence immédiate, sinon je ne me réveillerais pas. Ils m'ont tendu mon téléphone pour que je passe mes appels pendant que les infirmières découpaient ma chemise de travail et me posaient 4 perfusions dans les bras. Mes mains tremblaient si violemment que je pouvais à peine déverrouiller l'écran. J'ai appelé ma mère, Mav. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'elle ne réponde. J'entendais de la musique de jazz et des bruits de verre s'entrechoquant en arrière-plan. Maman, ai-je haleté, les mots s'arrachant de ma gorge sèche. Maman, je suis à l'hôpital. Mon appendice a rompu. L'infection est grave. Il m'emmène au bloc opératoire d'urgence tout de suite. J'ai vraiment peur. Il y a eu un silence au bout du fil. Je m'attendais à un cri de surprise. Je m'attendais à ce qu'elle me demande dans quel hôpital. Je m'attendais à de la panique. Au lieu de cela, elle a laissé échapper un long et lourd soupir d'agacement. « Silu, ton timing est vraiment mal choisi », a-t-elle dit, la voix dégoulinante d'irritation. Nous sommes sur place en train de choisir le traiteur pour la fête de fiançailles de Kaline. Tu sais à quel point ton frère est stressé pour que tout soit parfait. Nous sommes incroyablement occupés en ce moment. Prends juste un aspirine et repose-toi. Rappelle-nous demain quand tu te sentiras mieux. Avant même que je ne puisse assimiler ce qu'elle venait de dire, avant que je ne puisse lui dire que j'allais littéralement mourir sur la table d'opération dans 10 minutes, la ligne s'est coupée. Elle m'avait raccroché au nez. Je suis resté allongé sur le brancard, fixant l'écran lumineux de mon téléphone, tandis que les bruits chaotiques des urgences s'estompaient en un bourdonnement sourd. Le chirurgien est entré avec un presse-papier, me regardant avec des yeux graves. Il m'a demandé si ma famille était en chemin. J'ai avalé difficilement, sentant un vide glacial envahir ma poitrine, un vide qui n'avait rien à voir avec l'infection. Non, lui ai-je dit, personne ne vient. J'ai tendu mon téléphone à une infirmière et j'ai laissé l'obscurité m'emporter alors que l'anesthésie faisait effet. L'opération a été brutale. Ils ont dû m'ouvrir largement pour nettoyer l'infection. Quand je me suis réveillé, j'étais branché à plus de machines que je ne pouvais en compter. La douleur ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant, une agonie déchirante et constante à chaque respiration. J'ai tourné lentement la tête vers la porte, espérant comme un enfant stupide que mes parents avaient réalisé la gravité de la situation. Peut-être qu'ils attendaient sur les chaises. Il y avait une seule chaise en vinyle à côté de mon lit. Elle était parfaitement vide. Elle est restée vide pendant 31 jours. Ai-je mentionné que les drames familiaux sont une drôle de chose ? Parce que parfois, il faut frôler la mort pour enfin voir la vérité. Être allongé dans un lit d'hôpital pendant 31 jours vous laisse beaucoup de temps pour réfléchir. Cela vous laisse le temps de construire un musée mental de toutes les fois où votre famille vous a fait vous sentir comme un moins que rien. Je fixais les dalles du plafond, comptant les petits trous dans les panneaux acoustiques, et je laissais les souvenirs m'envahir. J'étais le bouc émissaire. Kaline était l'enfant roi. Il en avait toujours été ainsi. Je me souvenais de mes 19 ans. J'avais cumulé 2 emplois pendant un an pour m'acheter un vieux pick-up Ford délabré. C'était une épave, mais c'était le mien. Une nuit, Kaline, qui avait 17 ans à l'époque, a volé les clés sur le comptoir de la cuisine pendant que je dormais, a pris le pick-up pour faire un tour avec ses amis et l'a encastré dans un poteau téléphonique. Le véhicule était irrécupérable. Quand la police l'a ramené à la maison, ma mère et mon père, Gideon, n'ont pas crié après Kaline. Mon père a hurlé sur moi. Il a hurlé parce que j'avais laissé mes clés là où Kaline pouvait les trouver.
Il m'a forcé à m'excuser auprès de mon frère pour l'avoir mis en danger en possédant un véhicule trop difficile à conduire. J'ai dû prendre le bus pour aller travailler pendant encore 2 ans. Kaline a reçu une berline neuve pour sa remise de diplôme 6 mois plus tard. Ensuite, il y a eu les jeux d'argent. Kaline se prenait pour un génie de la crypto-monnaie et un prodige des paris sportifs. À l'âge de 24 ans, il avait des dettes par-dessus la tête. Des usuriers appelaient à la maison. Qu'ont fait mes parents? Ils ont vidé une énorme partie de leur épargne retraite pour le renflouer. Ils ont appelé cela un investissement pour son avenir. Pendant ce temps, je travaillais 60 heures par semaine, rampant à travers l'isolation en fibre de verre par des températures glaciales, économisant chaque centime pour pouvoir acheter un lopin de terrain à la lisière de la ville. J'ai construit ma maison de mes propres mains, en partant de rien. J'ai coulé le béton. J'ai passé les câbles. J'ai installé les tuyaux. Mes parents ne sont jamais venus la voir une seule fois pendant que je la construisais. Ils disaient que les chantiers de construction étaient trop sales. À l'hôpital, la réalité de mon isolement est devenue insupportable. Les infirmières ont commencé à le remarquer. On ne peut pas cacher le fait que personne ne vous rend visite quand le voisin de lit reçoit un défilé de ballons et de visiteurs chaque après-midi. Une infirmière nommée Maria, une douce dame plus âgée au regard bienveillant, est entrée un soir pour vérifier mes constantes. Elle a regardé le registre des visiteurs vierges au bout de mon lit, puis m'a regardé avec une profonde pitié. « Mon chéri », a-t-elle dit doucement en ajustant ma couverture, « tu veux que j'appelle quelqu'un ? Nous avons besoin qu'un membre de la famille signe ces formulaires de consentement mis à jour pour tes antibiotiques secondaires. » J'ai secoué la tête, sentant une larme chaude couler sur ma joue. J'ai tourné le visage vers le mur pour qu'elle ne voie pas. Il n'y a personne à appeler, Maria. Laisse-moi simplement signer. La seule personne qui a pris des nouvelles a été mon oncle de clan. C'est le frère cadet de ma mère, un homme solide et direct qui travaille sur des plateformes pétrolières offshore. Il m'a appelé au 14e jour, lorsqu'il a enfin capté du réseau au milieu de l'océan. Il était furieux d'apprendre que j'étais aux soins intensifs. Il a demandé si Mav et Gideon s'occupaient de moi. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que la chaise était vide. Je l'entendais jurer violemment à travers les grésillements du téléphone satellite. Il m'a dit qu'il était bloqué sur la plateforme pour encore 3 semaines, mais m'a promis de venir me voir dès que ses bottes toucheraient la terre ferme. Il m'a dit de rester fort. Ce court appel téléphonique a été ma seule bouée de sauvetage. Mais au fil des jours, la tristesse s'est transformée en une colère froide et solide. Je surveillais mon téléphone. Ma mère m'a envoyé exactement 3 SMS pendant tout ce mois. Non pas pour s'enquérir de mes enzymes hépatiques défaillantes, ni pour me demander si je pouvais à nouveau manger de la nourriture solide. Au 10e jour, elle a écrit « Assure-toi d'annuler ton abonnement Netflix si tu ne l'utilises pas. Kaline veut utiliser le compte, mais ça dit qu'il y a trop d'écran. » Au 20e jour, j'ai vu passer quelque chose qui a définitivement brisé le dernier lien qui m'attachait à eux. Je faisais défiler les réseaux sociaux, m'ennuyant à mourir, et j'ai vu une publication de ma tante. C'était une photo de groupe de mes parents, de Kaline et de sa fiancée, souriant devant une immense maison témoin de luxe. La légende disait « Recherche de maison avec l'heureux couple ». Si fier de ce nouveau chapitre pour Kaline. Il faisait les boutiques pour trouver des demeures luxueuses pendant que j'étais branché à une machine à lutter contre une septicémie. S'ils me voulaient mort, ils allaient être très déçus. On m'a laissé sortir un jeudi matin. Il pleuvait, une averse froide et misérable qui correspondait exactement à mon état d'esprit. Le personnel hospitalier m'a conduit en fauteuil roulant jusqu'au trottoir parce que j'étais encore trop faible pour marcher sur de longues distances. Mes jambes semblaient faites de sable mouillé. Je suis resté assis sur le bord du trottoir pendant 45 minutes à attendre un taxi, grelottant dans une veste fine, serrant un sac en plastique rempli d'antidouleurs puissants et d'antibiotiques. Personne n'est venu me chercher. Je n'avais même pas pris la peine de leur demander. Le taxi m'a déposé au bout de mon allée. Je me suis tenu là, sous la pluie, à regarder la maison que j'avais bâtie de mes propres mains. C'était un endroit magnifique, une maison moderne de style chalet avec un revêtement en bois sombre et de grandes fenêtres, entourée de grands pins. C'était mon sanctuaire. Mais aujourd'hui, elle semblait sombre et vide. Je me suis traîné sur les marches du porche, chaque mouvement envoyant une décharge de douleur à travers mes muscles abdominaux en convalescence. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai poussée. L'air à l'intérieur était vicié.
Des poussières dansaient dans la lumière grise qui filtrait par les fenêtres. Le courrier s'était accumulé sur le sol en un tas énorme et chaotique là où le facteur l'avait glissé à travers la fente pendant un mois. J'ai posé mes clés sur le comptoir. Le silence dans la maison était assourdissant. Il semblait plus lourd que le silence de la chambre d'hôpital. Je suis allé lentement dans la salle de bain pour changer mes pansements chirurgicaux. Le médecin m'avait donné des instructions strictes pour garder la grande incision propre. Je me suis tenu devant le miroir et j'ai enlevé mon t-shirt. J'avais l'air d'un fantôme. J'avais perdu 20 livres que je n'avais pas à perdre. Mes pommettes étaient saillantes. Mes yeux étaient enfoncés, soulignés de cernes violet foncé, et une cicatrice rouge, vive et irrégulière, barrait le milieu de mon ventre. J'ai manipulé les paquets de gaz stériles. Mes mains étaient encore faibles et maladroites à cause de mon alitement prolongé. J'ai essayé de décoller le support du ruban adhésif médical, mais mes doigts ont glissé. Le rouleau est tombé au sol et a roulé sous le lavabo. Je me suis penché pour le ramasser, et un spasme de douleur aiguë m'a transpercé le buste. Je me suis effondré sur le carrelage froid de la salle de bain, me tenant le ventre, haletant pour retrouver mon souffle. Je suis resté assis là, par terre, à grelotter au milieu des fournitures médicales, entièrement seul. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'avais épuisé toutes mes larmes à l'hôpital. Au lieu de cela, une profonde clarté m'a envahi. J'ai réalisé que si j'étais mort sur cette table d'opération, ma mère se serait plainte de devoir s'acheter une robe noire, mon père se serait plaint du coût des funérailles, et Caline aurait immédiatement cherché comment toucher mon assurance vie. J'ai réussi à me relever, à finir mon pansement et à me traîner jusqu'à mon lit. J'ai dormi pendant 14 heures d'affilée. Durant le mois qui a suivi, je me suis concentré uniquement sur mon rétablissement. Je me forçais à marcher dans la maison. Je me forçais à manger. Je gérais mon entreprise depuis mon ordinateur portable, coordonnant mes équipes à distance. Mes employés ont assuré à merveille, maintenant les contrats en cours pendant que je guérissais. Je n'ai pas appelé ma famille. Ils ne m'ont pas appelé. C'était un bras de fer silencieux, et cela me convenait parfaitement. Je pensais que le pire était passé. Je pensais que nous étions arrivés à un point d'indifférence mutuelle. Je me trompais. L'audace d'une famille toxique n'a absolument aucune limite. Exactement 31 jours après mon retour à la maison, correspondant au nombre exact de jours passés à dépérir dans ce lit d'hôpital, mon téléphone s'est éclairé sur le comptoir de la cuisine. C'était un SMS de ma mère. J'ai fixé l'écran, mon cœur s'emballant un peu. Une infime partie stupide de mon cerveau s'est dit que peut-être, juste peut-être, elle demandait enfin de mes nouvelles. Peut-être que la culpabilité l'avait enfin rattrapée. J'ai déverrouillé le téléphone et j'ai ouvert le message. Il n'y avait aucune formule de politesse, pas de « comment vas-tu ?» Juste une exigence si insensée, si profondément déconnectée de la réalité, que j'ai éclaté d'un rire nerveux dans ma cuisine vide. La goutte d'eau avait fait déborder le vase, et un raz-de-marée de pure humiliation et de colère allait tous les noyer. Vous voulez savoir ce qu'elle a écrit? J'ai fixé l'écran lumineux, lisant le message à 3 reprises pour m'assurer que mes yeux ne me jouaient pas des tours. Le SMS de ma mère disait mot pour mot, « Silu, Caline et sa fiancée ont essayé d'acheter la maison que nous avions visitée, mais la banque a refusé leur prêt à cause d'une vieille dette de carte de crédit. Ils sont dévastés. Caline a besoin d'une maison pour sa nouvelle famille pour commencer leur vie convenablement. Tu es célibataire et tu n'as pas besoin de cette immense maison que tu as construite pour toi tout seul. Nous avons besoin que tu lui cèdes ta propriété aujourd'hui. Tu peux lui faire don de l'acte. C'est la bonne chose à faire pour la famille. Tu peux louer un petit appartement plus près de tes chantiers. » J'ai arrêté de respirer pendant une seconde. Lui faire don de l'acte. Lui céder ma propriété aujourd'hui. Ma maison. Le terrain que j'avais défriché moi-même. Les fondations que j'avais coulées. Le toit que j'avais cloué sous une chaleur étouffante. Il voulait que je donne tout cela à un frère qui n'avait jamais travaillé dur un seul jour de sa vie, simplement parce que ses habitudes de jeu avaient ruiné son dossier de crédit. Et il voulait que moi, un homme se remettant d'une lourde opération abdominale, j'emballe ma vie pour aller louer un minuscule appartement. Mon téléphone a sonné dans ma main. C'était mon père. J'ai décroché, mis le haut-parleur et jeté le téléphone sur l'îlot de la cuisine. « Silu, tu as lu le message de ta mère » a tonné la voix de Gideon. Il n'avait pas le ton d'un homme qui demande une faveur.
Il avait le ton d'un patron qui donne un ordre. Ouais, je l'ai lu, ai-je dit d'une voix dangereusement calme et plate. Bien. L'avocat a dit que nous pouvions faire un acte de transfert rapide pour changer le titre de propriété. Cela évitera de lourdes taxes. Kaline passera à 15 heures pour récupérer les clés afin de commencer à prendre les mesures pour les meubles. N'en fais pas toute une histoire. Silu, la famille, c'est tout. Tu as toujours été égoïste avec ton argent. Il est temps que tu te montres à la hauteur et que tu soutiennes ton frère. Il parlait de ma maison comme s'il s'agissait d'un téléviseur d'appoint que je n'utilisais pas. Tu penses vraiment que je vais donner ma maison à Kaline, ai-je demandé, les mots ressemblant à de l'acide dans ma bouche. J'ai failli mourir il y a un mois, papa. Vous n'êtes même pas venu me voir. Et maintenant, tu veux ma maison. Gideon a ricané bruyamment. Arrête d'être aussi dramatique, Silu. Tu as eu un mal de ventre et on t'a donné des antibiotiques. Tu vas bien maintenant. Arrête de jouer les victimes. Kaline fonde une famille. Tu n'es qu'un homme seul. Tu n'as pas besoin de 3 chambres et d'un jardin. Prépare les papiers pour son arrivée. Il a raccroché ainsi. L'arrogance pure de la situation m'a donné le vertige. Ils avaient réduit mon expérience de mort imminente à un simple mal de ventre, et ils se sentaient parfaitement légitimes à s'approprier le plus grand bien que je possédais. Je n'ai pas hurlé. Je n'ai pas jeté mon téléphone contre le mur. Un calme terrifiant, glacial, m'a envahi. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je suis allé sur un site de vente en ligne. J'ai cherché du matériel de camping pour enfants. J'ai trouvé une tente de jeu imperméable vert fluo conçue pour les tout-petits. Elle coûtait 35 $. Je l'ai achetée et j'ai payé un supplément pour une livraison express en 2 heures. En attendant, j'ai emballé tous les outils restés dans mon garage, m'assurant que rien de valeur ne traînait. Lorsque le livreur a déposé le colis sur mon porche, je l'ai rentré. Je n'ai même pas ouvert le carton d'expédition. J'ai pris un gros marqueur noir et j'ai écrit sur le côté du carton, « Voici ta nouvelle maison, Kaline. » Essaie de ne pas perdre les fermetures éclair au jeu, j'ai pris une photo du carton. J'ai ouvert mes messages et j'ai envoyé la photo à ma mère. En dessous, j'ai tapé un message très simple, « Dis à Kaline qu'il peut vivre là-dedans. » Bonne chance. Ensuite, je suis allé dans les paramètres du téléphone et j'ai bloqué le numéro de ma mère. J'ai bloqué le numéro de mon père. J'ai bloqué le numéro de Kaline. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, j'ai enclenché le pen dormant, glissé la lourde chaîne de sécurité, et je suis allé dans la cuisine pour me préparer un sandwich. Je savais que ce n'était pas fini. Je savais que jeter une allumette dans un seau d'essence provoquerait une explosion, et j'étais tout à fait prêt à les regarder brûler. Le silence a duré exactement 45 minutes. Puis les intermédiaires de service sont arrivés. Comme mes parents et mon frère étaient bloqués, ils ont immédiatement déployé la famille élargie pour faire leur sale besogne. Mon téléphone s'est mis à vibrer sur le comptoir de la cuisine comme un marteau-piqueur. C'était ma tante Freya, la sœur de mon père, et son fils, mon cousin Soren. Ces deux-là étaient connus pour fourrer leur nez dans les affaires de tout le monde et croire aveuglément tout ce que mon père leur racontait. Je les ai débloqués juste assez longtemps pour voir le déferlement de messages. Freya m'a envoyé un énorme pavé, « Silu, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ta mère fait une crise de panique dans sa cuisine à cause de ta cruauté. Kaline est en larmes. Comment peux-tu être aussi ingrat? Tu as cette entreprise de climatisation prospère parce que cette famille t'a soutenu émotionnellement pendant ta croissance. Donner ta maison à ton frère est la moindre des choses pour rembourser tes parents de t'avoir élevé. Tu es un narcissique égoïste et dégoûtant. Soutien émotionnel. Gideon m'avait littéralement fait payer un loyer le jour de mes 18 ans et m'avait dit de me débrouiller seul. Soren a enchaîné, « Mec, tu es pathétique. Envoyer une tente de jeu. C'est tordu. Oncle Gideon a dit que tu avais promis à Kaline de l'aider et maintenant tu te défiles au dernier moment en le laissant à la rue. Les vrais hommes ne rompent pas leurs promesses. » Je lisais ces messages délirants lorsqu'un martèlement lourd et rythmé a retenti à ma porte d'entrée. Ce n'était pas le toquement frénétique d'un frère en colère. C'était le poing solide et lourd de quelqu'un qui ne plaisantait pas. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. Debout sur mon porche, un énorme sac de sport à la main et l'air furieux, se tenait mon oncle de clan. Il était de retour de sa plateforme pétrolière. J'ai déverrouillé la porte.
Il est entré, a posé son sac et m'a serré dans ses bras à m'en briser les côtes. J'ai grimacé légèrement, et il a immédiatement reculé pour m'observer de la tête aux pieds. « Tu as une sale mine, gamin », a-t-il grommelé, son épais accent irlandais refaisant surface. « Content de te voir aussi, oncle Deck », ai-je dit avec un faible sourire. Il n'a pas souri. Il s'est dirigé vers la cuisine, a pris une bière dans le frigo, l'a décapsulée et l'a posée brutalement sur le comptoir. « Assieds-toi », a-t-il ordonné. « Il faut qu'on parle des mensonges infâmes que ta mère répand dans la famille. » Je me suis assis, me préparant au pire. Qu'est-ce qu'elle a dit? Declan a bu une longue gorgée de sa bière. Quand tu étais à l'hôpital, j'ai appelé Mav pour lui demander pourquoi diable il n'était pas avec toi. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle a raconté à toute la famille élargie que tu avais strictement interdit les visites. Elle a dit que tu prétendais vouloir méditer et guérir de manière holistique dans un silence absolu, et que tu avais menacé d'appeler la sécurité si quelqu'un se présentait. Elle a joué la mère au cœur brisé à la perfection. La moitié de la famille s'est apitoyée sur son sort parce que son fils était si froid. Mes mâchoires se sont crispées au point de me faire mal aux dents. Elle avait utilisé mon isolement, un isolement qu'elle avait elle-même créé, pour se faire passer pour la victime. Mais attends, ce n'est pas tout, a poursuivi Declan, les yeux rétrécis. Soren vient de m'appeler pour pleurnicher à propos d'une maison. Apparemment, Mav a raconté à tout le monde qu'il y a un an, tu avais promis d'offrir $100 000 à Kaline pour son apport personnel en guise de cadeau de mariage. Elle a dit que vous aviez conclu cet accord d'une poignée de main. Et maintenant que le mariage approche, tu refuses de payer, ce qui expliquerait pourquoi sa demande de prêt a échoué. J'ai fixé Declan, l'esprit embrumé. $100 000. Je ne lui avais jamais promis le moindre centime. Je n'avais même pas parlé à Kaline depuis 6 mois. Declan s'est penché en avant, sa voix tombant à un murmure bas et menaçant. L'air a quitté mes poumons. Il ne s'était pas contenté de m'abandonner. Il ne s'était pas contenté d'essayer de me voler ma maison. Ils essayaient de détruire toute mon existence financière pendant que j'étais inconscient dans un lit d'hôpital. Une personne normale aurait complètement perdu la tête à ce moment-là. Elle aurait pris une batte de baseball, roulé jusqu'à la maison de ses parents et brisé toutes les fenêtres. Mais je ne suis pas une personne normale. Travailler dans des conditions extrêmes vous apprend à contrôler votre panique. On ne hurle pas quand un fil électrique sous tension produit des étincelles, on coupe le courant. J'ai regardé mon oncle Declan. J'ai senti un sourire terrifiant se dessiner sur mon visage. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire d'un homme à qui l'on venait de donner l'autorisation de mener une guerre absolue. Declan, ai-je dit calmement, j'ai besoin d'un service. Ce que tu veux, gamin. J'ai besoin que tu m'emmènes à l'hôpital tout de suite. En moins de 20 minutes, j'étais assis dans le bureau stérile et brillamment éclairé d'Orson, le directeur de la gestion des risques de l'hôpital où j'avais passé ces 31 jours. Je lui ai expliqué la situation. Je lui ai expliqué que ma famille répandait des rumeurs malveillantes selon lesquelles le personnel de l'hôpital leur avait interdit l'entrée à ma demande. Je lui ai dit que ce mensonge nuisait à ma réputation personnelle et professionnelle. Orson était un homme affûté dans un costume impeccable. Il n'aimait pas l'idée que l'hôpital soit mêlé à une affaire de diffamation. Il a ouvert mon dossier sur son ordinateur. « Monsieur Silu », a-t-il dit en cliquant sur sa souris, « nos dossiers sont méticuleusement tenus, en particulier aux soins intensifs. Laissez-moi regarder. » Il a lu l'écran et ses sourcils se sont levés. « Eh bien, c'est tout le contraire d'une interdiction de visite. »« Qu'est-ce que ça dit, Orson ?» ai-je demandé. Il est écrit ici qu'aux dates des 14, 18 et 22 novembre, le personnel infirmier a passé des appels sortant au contact d'urgence enregistrés, Mav et Gideon. Les notes indiquent que le patient, c'est-à-dire vous, était en grande détresse et réclamait spécifiquement la présence de sa famille. Les notes de l'infirmière Maria du 22 indiquent, pris contact avec la mère. La mère a déclaré qu'elle était trop occupée par la préparation de la fête pour venir. A demandé au personnel de cesser d'appeler. Je veux une copie certifiée de ce dossier, Orson. Chaque page tamponnée est signée de votre main. Orson a hoché la tête lentement. Je peux faire cela. C'est votre dossier médical. Vous y avez droit. Après avoir quitté l'hôpital avec une épaisse enveloppe Kraft contenant des preuves irréfutables, je me suis rendu directement au bureau de mon avocat d'affaires. J'ai déposé les informations concernant le prêt frauduleux sur son bureau.
Mon avocat, un homme redoutable nommé Vance, a immédiatement lancé une vérification approfondie des récentes activités financières de mes parents. Il lui a fallu 2 heures pour trouver les traces écrites. Declan avait raison. Mes parents avaient créé une SARL dont le nom ne différait que d'une seule lettre de celui de mon entreprise. Ils avaient utilisé de faux en-tête et imité ma signature pour garantir un prêt de 60 000 $ auprès d'un créancier usuraire. Ils avaient utilisé cet argent pour effacer les dettes de jeu clandestins de Kaline afin que son dossier de crédit ne montre pas d'activités illégales, espérant ainsi que la banque approuverait son prêt immobilier. Lorsque le prêt immobilier avait échoué malgré tout, ils avaient paniqué, réalisant qu'ils avaient un prêt massif à rembourser sans aucun actif pour le couvrir. C'est pour cela qu'ils avaient soudainement besoin de ma maison. Ils allaient la vendre dans mon dos pour s'éviter des poursuites fédérales pour fraude. Ils ont creusé leur propre tombe, a dit Vance en examinant les documents. Cette fraude est si grossière qu'un étudiant en première année de droit pourrait la démanteler. Tu veux que j'appelle la police? Nous pouvons les faire arrêter d'ici le dîner. J'ai regardé les documents. J'ai pensé aux 31 jours de silence. J'ai pensé à la chaise vide. Les faire arrêter étaient trop rapides, trop privés. Ils tenaient à leur image, à leur statut social et à leur parfait enfant roi plus qu'à tout au monde. Non, ai-je dit à Vance. N'appelle pas encore les flics. Prépare une mise en demeure, un avis de rupture complète de tous les liens d'urgence et juridiques, et constitue un dossier sur cette fraude financière. Je vais m'occuper de cela personnellement. Le dîner de fiançailles officiel de Kaline, un événement traiteur d'envergure réunissant toute notre famille élargie et sa richissime future belle-famille, était prévu le samedi soir dans un country club haut de gamme. Je n'étais pas invité, bien sûr, mais j'allais m'y rendre quand même, et j'allais y amener l'enfer. Le samedi soir du dîner de fiançailles était exceptionnellement doux. J'avais passé l'après-midi à la salle de sport, poussant mon corps plus durement qu'il ne l'avait été depuis l'opération. Je voulais me sentir fort. Je voulais ressembler à l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, et non à l'épave pathétique qu'ils avaient laissé dépérir dans un lit d'hôpital. J'ai enfilé un costume gris anthracite ajusté, non pas parce que je me souciais de leur plaire, mais parce que c'était mon armure. Declan m'a conduit au country club. Le parking était rempli de véhicules de luxe, le genre d'excès dont Kaline raffolait. Alors que nous marchions vers la grande salle de réception, j'entendais le son feutré d'un quatuor accorder le brouhaha des conversations. C'était l'image même d'un bonheur artificiel parfaitement orchestré. Je me suis arrêté devant les portes vitrées, observant mes parents à travers les vitres. Mav portait une robe qui avait sûrement coûté plus cher que mon premier mois de loyer, riant tout en servant du champagne à la future belle famille. Kaline avait l'air élégant et arrogant, posant pour des photos. C'était écœurant. Nous sommes entrés. Le passage du hall à la salle de réception a été comme un changement de monde. Le maître d'hôtel s'est avancé, l'air confus en consultant son plan de table. « Monsieur, c'est un événement privé », a-t-il commencé d'une voix polie mais ferme. « Je suis ici pour voir les invités d'honneur », ai-je dit d'une voix assurée. Je ne l'ai pas laissé m'arrêter. J'ai marché droit dans l'allée centrale de la salle. La musique jouait une valse douce. Les gens se sont retournés pour regarder cet homme en costume qui n'avait rien à faire là. Les conversations se sont tues, remplacées par une vague de confusion. Mav a été la première à m'apercevoir. Elle s'est figée, sa coupe de champagne suspendue à mi-hauteur. Gideon s'est levé de sa chaise, le visage virant à un violet sombre et menaçant. Kaline m'a regardé comme s'il voyait un fantôme, sa main se crispant sur le bras de sa fiancée. Silu, a chuchoté Mav, le son coupant le silence de la pièce. Silu, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas invité. C'est un moment de famille privée. Je me suis arrêté devant leur table. Je n'ai pas regardé Kaline. Je n'ai pas regardé sa fiancée. J'ai regardé directement Gideon. Papa, ai-je dit, trouvant de la force à prononcer ce mot. Tu as dit que Kaline avait besoin d'aide pour s'installer dans sa nouvelle vie. Tu as dit que la famille, c'est tout. J'ai pensé que je devais passer voir comment se déroulait l'installation. Gideon s'est élancé vers moi, les poings serrés. Espèce de petit imbécile arrogant. Sors d'ici avant que je ne demande à la sécurité de te jeter dehors. Tu as du toupet de te montrer après le coup pathétique que tu as fait avec la tante en jouet. La pièce a éclaté en chuchotement. Le futur beau-père de Kaline, un homme à l'allure sévère qui tenait visiblement à sa réputation,
s'est levé. Gideon, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Ce n'est personne, a craché Gideon, sans quitter mes yeux du regard. C'est mon fils, la déception de la famille. Il a des problèmes de santé mentale en ce moment. Ne l'écoutez pas. J'ai regardé le futur beau-père. Je m'appelle Silu, monsieur. Je possède une entreprise prospère de climatisation, et je crains que Gideon ait raison sur un point. Il y a effectivement des problèmes ici, mais ce ne sont pas les miens. J'ai glissé la main dans la poche intérieure de ma veste et j'en ai sorti l'épaisse enveloppe de l'hôpital. Je ne l'ai pas encore ouverte. Je l'ai simplement tenue, laissant voir son volume. Kalin a commencé à transpirer. Je voyais la panique dans ses yeux. Il savait. Il savait que l'étau se resserrait et qu'il n'avait plus nulle part où fuir. « Sortez-le d'ici » a crié Kalin, la voix tremblante. « Maman, fais quelque chose. » « Je suis là pour discuter, Kalin, ai-je dit en me tournant lentement vers lui. « Je suis là pour parler de ce prêt immobilier qui a échoué, et de ce petit emprunt que toi et maman avez contracté en mon nom. » Le silence qui a suivi était absolu. C'était le silence d'une tombe. Tous les regards de la pièce étaient fixés sur nous. Ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Gideon avait l'air de vouloir m'assassiner. Mais pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur. C'était moi qui détenais le pouvoir, et ils allaient enfin devoir regarder en face le monstre qu'ils avaient créé. J'ai posé l'épaisse enveloppe au centre de leur table, juste à côté de la composition florale. Elle a heurté la table avec un bruit sourd et lourd. Ma mère a sursauté comme si j'avais jeté une brique. « Je ne pense pas que vous vouliez faire cela ici », a chuchoté Mav, la voix tremblante. « Silu, s'il te plaît, sortons. Parlons comme une famille. » Comme une famille, ai-je demandé, mes mots résonnant sous les hauts plafonds de la salle. J'ai cherché ma famille pendant 31 jours quand j'étais aux soins intensifs. J'ai cherché ma mère quand on m'emmenait sur la table d'opération. J'ai cherché mon père quand je me réveillais en hurlant de douleur. Où était la famille à ce moment-là? Kalin s'est levé, essayant de reprendre contenance. Écoute, mec, je comprends. Tu es blessé. Tu es en colère parce qu'on n'est pas venu te voir, mais c'est ma fête de fiançailles. Tu es en train de tout gâcher à cause de ton propre égoïsme. J'ai ri. Ce n'était pas un rire bienveillant. C'était un rire sec et tranchant. Mon égoïsme? C'est toi qui as imité ma signature pour rembourser tes dettes de jeu à un créancier véreux. Le visage du futur beau-père est devenu livide. Il a regardé Kalin. Est-ce que c'est vrai? Kalin a bafouillé, le visage blême. Non, il ment. Il essaie de me saboter parce qu'il est jaloux de ma vie. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai sorti le document de la caisse d'épargne, l'accord de prêt frauduleux avec la société écran que mes parents avaient utilisé. Je l'ai brandi pour que toute la salle puisse le voir. Voici un prêt de $60 000 contracté au nom de Silu HVAC Solutions. Mon entreprise possède un numéro d'identification fiscale totalement différent et un siège social enregistré dans un autre comté. Cette signature est une tentative pathétique de copier mon écriture. C'est un crime fédéral. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai sorti les dossiers de l'hôpital, ceux qui montraient les infirmières appelant Mav et se faisant répondre qu'elle était trop occupée par la préparation de la fête. Je les ai posés sur la table. Voici les registres médicaux. Ils montrent exactement ce que vous avez répondu aux infirmières lorsqu'elles vous ont demandé de venir voir votre fils aux soins intensifs. La salle bourdonnait à présent. Les gens parlaient, des téléphones sortaient, et le futur beau-père examinait les documents avec une expression de pure horreur. Ma mère a commencé à sangloter, mais c'était un sanglot théâtral. « Silu, tu es en train de nous détruire » a-t-elle gémi. « Nous avons fait cela par amour. Nous voulions simplement garder la famille unie. »« Par amour » ai-je demandé en m'approchant. « Vous m'avez abandonné. Vous avez menti à toute la famille. Vous avez raconté à tout le monde que j'étais un ermite qui refusait d'être aimé, simplement pour ne pas avoir à expliquer votre absence. Vous n'avez pas fait cela par amour. Vous l'avez fait pour votre propre ego. Vous vouliez être les parents parfaits d'un enfant roi parfait. Et je n'étais qu'un obstacle sur votre chemin. Kalin a tenté de s'emparer des documents, mais Declan s'est interposé. Mon oncle est un colosse. Et lorsqu'il a posé une main ferme sur l'épaule de Kalin,
celui-ci s'est affalé sur sa chaise. « Assieds-toi, gamin », a dit Declan d'une voix glaciale. « Laisse parler ton frère. Il écoute tes mensonges depuis 30 ans. C'est à ton d'écouter. » J'ai regardé le futur beau-père. « Je ne suis pas là pour gâcher votre soirée, monsieur. Je suis ici parce que je refuse d'être complice d'une fraude. J'ai déposé une plainte à la police et j'ai transmis tout ce dossier au service des fraudes de la caisse d'épargne. Si le mariage de Kaline se poursuit avec des fonds obtenus grâce à ce prêt, je suggère à vos avocats d'examiner les papiers de très près. Vous ne voudriez pas que votre nom de famille soit associé à une enquête fédérale. » L'homme s'est levé, a pris la main de sa fille et a quitté la salle sans dire un mot de plus. Le reste des invités a suivi, fuyant comme des rats d'un navire en perdition. En moins de 10 minutes, la salle était vide, à l'exception de moi, de Declan et des débris tremblants de ma famille brisée. Le silence qui est revenu dans la salle de réception était lourd, empreint de l'odeur du champagne cher et des rêves brisés. Ma mère était affalée sur sa chaise, son mascara coulant sur son visage entraîné sombre et laide. Gideon semblait avoir pris 20 ans en 20 minutes. Kaline fixait simplement son assiette, ses mains tremblant si fort qu'une fourchette qu'il tenait s'est fracassée bruyamment contre la porcelaine. Je suis resté là un moment, à les regarder. Je m'attendais à ressentir un triomphe. Je m'attendais à ressentir l'ivresse de la victoire, mais ce ne fut pas le cas. Je me sentais simplement fatigué. C'était la même fatigue que j'avais ressentie à l'hôpital. Le sentiment de poser enfin un fardeau que je portais depuis bien trop longtemps. Tante Freya, qui s'était cachée dans un coin près du bar, a fini par prendre la parole d'une voix chevrotante, terrifiée. « Gideon, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu as vraiment imité sa signature ?» Gideon n'a pas répondu. Il ne le pouvait pas. J'ai regardé ma mère. « Tu sais pourquoi je ne suis pas venu ici pour déclencher une bagarre physique ?» ai-je demandé, ma voix dépassant à peine un murmure. « Parce que c'est ce que tu voulais. Tu voulais que je sois le fils en colère, instable et irrationnel. Tu voulais que je prouve à tout le monde que vous aviez raison, que j'étais le problème. » J'ai pris une profonde inspiration. « Aber, je ne suis pas le problème. Je suis celui qui s'est débrouillé seul. Je suis celui qui n'a pas volé sa famille. Je suis celui qui a survécu. » Kaline a levé les yeux vers moi, le regard suppliant. « Silu, s'il te plaît, dis juste à la caisse d'épargne que c'était une erreur. Dis-leur que tu as signé. Je te rembourserai, je le jure. Quand l'argent des cadeaux de mariage arrivera, je ne l'ai pas laissé finir. Je me suis approché de la table et j'ai récupéré le carton de la tente de jeu que j'avais apporté avec moi, celui que j'avais marqué au feutre noir. Je l'ai jeté sur la table. Il a glissé sur la surface lisse et a heurté la poitrine de Kaline. « Voici ta nouvelle maison, Kaline. Je te conseille d'apprendre à y vivre, car l'établissement qui a accordé ce prêt enquête déjà sur la fraude. Tu n'auras peut-être pas besoin d'une maison là où tu vas. » Je me suis tourné vers ma mère. « Tu voulais que je cède ma propriété. Eh bien, voici ta réponse. J'ai déjà demandé à mon avocat de modifier mon statut juridique. Je ne suis pas votre contact d'urgence. Je ne suis pas votre plan de retraite, et je ne suis certainement pas votre vache à lait. À partir de cet instant, je suis un étranger pour vous. » Je me suis dirigé vers la sortie. J'entendais ma mère hurler mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Declan m'a suivi, ses pas lourds résonnant dans le silence du club. En arrivant sur le parking, j'ai senti un poids s'enlever de ma poitrine, un poids qui m'écrasait depuis l'enfance. L'air frais de la nuit était divin sur ma peau. C'était la première fois que je me sentais véritablement propre depuis des années. Declan m'a tapoté le dos. « Tu as bien agi, gamin. Tu as bien agi. » Je n'ai pas répondu. Je suis simplement monté dans la voiture et j'ai fermé les yeux. Je savais que les retombées seraient immenses. Je savais que mon téléphone ne s'arrêterait jamais de vibrer sous les messages de haine du reste de la famille élargie qui finirait par apprendre la vérité. Mais je m'en fichais. Pour la première fois, le silence m'appartenait. Ce n'était pas le silence de l'abandon. C'était le silence de la paix. J'avais repris le contrôle de ma vie. Et je l'avais fait en leur tendant un miroir face à leur propre laideur jusqu'à ce qu'il leur devienne impossible de l'ignorer. La vérité n'avait pas seulement mordu en retour, elle avait tout réduit en cendres. Et pour être honnête, le spectacle me plaisait.
Les retombées ont été exactement celles que j'attendais, et pourtant plus satisfaisantes que tout ce que j'avais osé imaginer. Dès le lundi matin, la nouvelle de l'annulation des fiançailles et de l'enquête potentielle pour fraude s'est répandue dans notre cercle social comme une traînée de poudre. Ce n'était pas de simple commérage. C'était une exécution sociale totale. La future belle famille, fidèle à sa parole, avait lancé une enquête officielle. Ils avaient compris que toute association avec Kalin, et par extension avec le désastre financier dans lequel il était impliqué, pourrait ruiner leur propre réputation. Ils n'étaient pas seulement en colère, ils étaient procéduriers. En moins de 48 heures, ils ont poursuivi mes parents pour récupérer chaque centime des dépôts non remboursables qu'ils avaient payés pour le mariage, invoquant une fausse déclaration sur leur stabilité financière. Mon téléphone ne cessait de vibrer, mais je n'ai débloqué aucun d'entre eux. Je les ai gardés enfermés dans une cage numérique. Je connaissais le schéma, les appels de panique, les messages vocaux désespérés, les SMS d'excuses qui n'étaient désolés que parce qu'ils s'étaient fait prendre. Je n'avais pas besoin de leurs excuses. Je n'avais pas besoin de leurs regrets. Leurs regrets n'étaient pas pour moi. Ils étaient pour la perte de leur vie confortable bâtie sur des mensonges. Le mercredi, mon avocat, Vance, m'a appelé pour me donner des nouvelles. La caisse d'épargne avait gelé tous les actifs associés à la société écran que mes parents avaient créée. Ils faisaient face à un audit. L'employeur de mon père avait été informé et, bien qu'il ne le licencie pas encore, il avait été mis à pied à titre conservatoire pendant qu'une enquête interne était menée sur son utilisation des ressources de l'entreprise pour falsifier les documents. Le monde de Gideon s'effondrait. L'homme qui avait toujours été le plus bruyant de la pièce, l'homme qui m'avait toujours dicté ma conduite, se cachait désormais chez lui, refusant d'ouvrir la porte. Kalin, quant à lui, avait atteint le point de rupture. Le mariage étant annulé et sa réputation détruite, les personnes à qui il devait de l'argent, celles qu'il avait tenté de rembourser avec ce prêt, ne se montraient plus très compréhensives. Le créancier usuraire n'était pas une banque avec laquelle on pouvait négocier. C'était un groupe de personnes qui n'avaient cure des dynamiques familiales. J'étais à mon bureau le jeudi après-midi quand j'ai reçu une notification m'indiquant qu'un colis m'avait été livré. Il avait été déposé à l'accueil. Je l'ai ouvert. C'était un mot manuscrit de Kalin. Ce n'était pas une menace. C'était un plaidoyer. Silu, ils sont à la porte. S'il te plaît, je ne sais pas quoi faire. J'ai peur. Maman et papa ne veulent plus me parler. Ils disent que tout est de ma faute. S'il te plaît, dis juste à la caisse d'épargne que tu m'as donné l'argent. Dis juste que c'était un cadeau. C'est tout ce que tu as à faire. S'il te plaît, Silu. J'ai lu le mot, puis je l'ai apporté à la déchiqueteuse dans le coin de mon bureau. Je l'ai regardé se transformer en fine bande de confettis méconnaissables. Il continuait. Même à la toute fin, il essayait encore de m'utiliser comme son ticket de sortie de prison gratuit. Il ne comprenait toujours pas. Il pensait toujours que le monde tournait autour de ses erreurs. Je suis allé à ma fenêtre et j'ai regardé la ville. Mon entreprise grandissait. Nous avions un nouveau contrat pour un complexe de bureaux en centre-ville. J'avais un petit cercle de personnes qui tenaient réellement à moi. Des gens comme Declan et une équipe de gars qui avaient fait tourner la boutique pendant que j'étais à l'hôpital. J'ai réalisé alors que ce n'était pas moi qui avais été abandonné. Ma famille s'était abandonnée elle-même des années auparavant en choisissant de vivre dans un monde de mensonges. Ils avaient construit leur vie sur des fondations de sable. Et tout ce que j'avais fait, c'était attendre que la marée monte. L'effondrement n'était pas une tragédie. C'était une fatalité. Quand on passe sa vie à piétiner les gens qui vous aiment, quand on bâtit son confort sur la souffrance des autres, on ne peut pas être surpris de voir le toit s'effondrer. Et honnêtement, les regarder s'agiter dans les ruines de leur propre création a été l'expérience la plus paisible de ma vie. J'avais enfin compris que je ne leur devais absolument rien. Ni mon argent, ni ma maison, et certainement pas mon pardon. Cela fait 6 mois maintenant. 6 mois de silence. Pas de confrontation spectaculaire. Pas d'excuses cinématographiques. Juste le ronronnement tranquille et régulier de ma propre vie qui m'appartient enfin. J'ai vendu la maison. Je ne l'ai pas vendue par peur de les voir revenir ou parce que je ne pouvais pas me le permettre. Je l'ai vendue parce que cette maison était le monument d'une vie dont je ne voulais plus. Une vie où je sentais que je devais prouver ma valeur par le travail et le sacrifice. J'ai acheté un loft en ville,
plus proche du cœur de mon entreprise. C'est plus petit, plus simple, et cela ressemble à un nouveau départ. J'ai eu très peu de contact avec le reste de la famille élargie. Quelques-uns, comme mon cousin Soren, ont fini par réaliser que leur source d'information était essentiellement des menteurs professionnels. J'ai reçu quelques excuses maladroites par message, que j'ai choisi de laisser sans réponse. Je n'ai pas besoin qu'ils comprennent. Je n'ai pas besoin qu'ils valident mes choix. Leurs opinions ont cessé d'avoir de l'importance à la seconde où j'ai quitté cette salle de réception. Mes parents ont déménagé. Je ne sais pas où, et je m'en fiche. Declan m'a dit qu'ils avaient dû vendre leur maison pour rembourser le prêt usuraire et les frais de justice associés à l'affaire de fraude. Ils vivent maintenant dans un petit appartement, une réalité qui doit être écrasante pour des gens qui ont passé leur vie à se faire passer pour les rois et reines de la banlieue. Kalin occupe un emploi sans issue dans une ville située à 3 heures de là, essayant de faire profil bas et d'éviter les ennuis. J'espère qu'il y parviendra. J'espère qu'il trouvera un moyen de devenir un être humain décent. Mais je ne me fais pas d'illusions. Le plus surprenant au cours de ces 6 derniers mois n'a pas été les retombées. Cela a été la clarté. On passe une si grande partie de sa vie à essayer d'obtenir l'approbation de personnes qui sont incapables de la donner. On s'épuise à essayer d'être le bon fils, le frère fiable, le généreux pourvoyeur, tout cela en étant traité comme une ressource invisible. Et puis, un jour, on s'arrête. On s'arrête tout simplement, et le monde ne s'écroule pas. Ce lit d'hôpital, cette prison froide et stérile avec sa chaise vide, a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Cela a balayé toutes les illusions. Cela m'a forcé à regarder en face le fait que j'étais en train de mourir seul parce que je vivais pour des gens qui n'existaient pas. La famille pour laquelle je me battais était un fantôme. Un fantasme que je nourrissais de mon propre sang et de ma propre sueur. Une fois le fantôme disparu, j'étais enfin libre de vivre. J'ai un petit groupe d'amis à présent. Nous n'avons pas de lien de sang. Nous n'avons pas cette histoire compliquée et toxique. Nous sommes simplement là les uns pour les autres. Quand l'un de nous est malade, nous lui apportons de la soupe. Quand l'un de nous est en difficulté, nous l'écoutons. Nous n'exigeons rien. Nous ne manipulons pas. Et nous ne demandons pas de cadeaux que nous n'avons pas mérités. C'est simple. C'est honnête, et cela suffit. Je repense parfois à ces 31 jours de silence. Je pense à l'homme que j'étais avant, au gars qui aurait cédé sa maison juste pour entendre sa mère dire « Je suis fier de toi ». Cet homme est mort. Il est mort dans cet hôpital. Et je suis ravi qu'il soit parti, car l'homme qui l'a remplacé n'a besoin de l'approbation de personne. Il possède sa propre maison. Il construit son propre avenir. Et il sait exactement où il en est. Il y a une paix étrange à savoir que l'on a fait tout ce que l'on pouvait. Avec le recul, je ne regrette pas la confrontation. Je ne regrette pas le déballage public. Je ne regrette même pas la façon dont j'ai envoyé cette tante en jouet. C'était mesquin, certes. C'était de la colère, absolument. Mais c'était aussi la première fois en 32 ans que j'avais le courage de dire non. Et dire non à des gens qui ont passé votre vie entière à vous enseigner que votre seule valeur réside dans ce que vous pouvez leur fournir, c'est la chose la plus puissante qu'une personne puisse faire. Les gens me demandent souvent, est-ce qu'il ne te manque pas? N'est-ce pas solitaire? Ils agissent comme si le sang était un lien magique et incassable que l'on doit endurer, peu importe à quel point il vous empoisonne. Mais la solitude n'est pas le fait d'être seul. La solitude, c'est d'être assis dans une pièce pleine de gens qui ne vous voient pas, qui ne vous respectent pas, et qui essaient constamment de vous arracher des morceaux pour alimenter leur propre égoïsme. C'est cela, la véritable solitude. Être seul dans mon nouveau loft avec les lumières de la ville par ma fenêtre et la certitude d'être enfin en sécurité, ce n'est pas de la solitude. C'est de la liberté. J'ai vu une publication sur les réseaux sociaux récemment. C'était une photo de mes parents devant leur nouvel appartement. Ils avaient l'air vieux. Non seulement par l'âge, mais par l'esprit. Le feu, l'arrogance, le spectacle, tout avait disparu. Ils ressemblaient à 2 personnes qui avaient passé leur vie entière à jouer et qui venaient de réaliser que le casino gagne toujours. Je ne me suis senti ni heureux pour eux, ni triste. Je me suis simplement senti détaché, comme si je regardais un film sur des personnages que j'avais connus dans une autre vie. Kalin m'a recontacté la semaine dernière. Un message court et simple, je suis désolé, Silu. J'ai déconné.
Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas bloqué à nouveau, car cela impliquerait qu'il a encore le pouvoir de m'agacer. J'ai simplement supprimé le message. Une excuse qui ne vient que lorsque vous avez tout perdu n'est pas une excuse. C'est simplement une tactique. Je vais de l'avant. Mon entreprise est florissante. Je me concentre sur des projets qui me tiennent à cœur. Et je suis entouré de gens qui m'apprécient pour ce que je suis, et non pour ce que j'ai. J'ai réalisé que le plus beau cadeau que j'ai jamais fait à Kaline n'était ni ma maison, ni mon argent, c'était le cadeau des conséquences. Pour la première fois de sa vie, Ehad Toufa ce reality office choice. Et cela, plus que tout le reste, était sa seule chance de devenir enfin un homme. Mon histoire n'est pas unique. Je sais qu'il y a des milliers de personnes en ce moment même assises devant des chaises vides. Des gens qui sont manipulés, saignés à blanc et rejetés par ceux-là même qui avaient promis de les aimer inconditionnellement. Des gens qui attendent un coup de téléphone qui ne vient jamais, ou un visiteur trop occupé pour s'en soucier. Si vous êtes l'une de ces personnes, écoutez-moi. Vous n'êtes pas une ressource. Vous n'êtes pas un outil. Et votre valeur n'est pas définie par la part de vous-même que vous pouvez abandonner pour maintenir une famille toxique dans son confort. Vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de dire non. Et vous avez le droit de vous construire une vie qui ne les inclut pas. Alors voici ma dernière question pour vous. Pensez aux personnes dans votre vie que vous considérez comme votre famille. Si vous deviez tout perdre demain, si vous vous retrouviez dans ce même lit d'hôpital à lutte pour votre vie, qui serait assis sur cette chaise? Seraient-ce les personnes qui partagent votre sang? Ou seraient-ce celles qui sont restées à vos côtés quand vous n'aviez rien à offrir? Si vous avez déjà dû apprendre à la dure qui se montre réellement présent pour vous, vous savez déjà exactement où se situe cette histoire. Elle vit dans les moments calmes de prise de conscience. Les moments où les mensonges se dissipent enfin et où vous voyez la réalité de votre situation. Ai-je été trop dur? Suis-je allé trop loin en révélant leur fraude, en ruinant les fiançailles, en les coupant complètement de ma vie? Certains diront que oui. Ils diront que la famille, c'est pour toujours, et qu'on n'a qu'une seule paire de parents. Mais j'ai appris que la famille est un verbe, pas un nom. C'est quelque chose que l'on fait, pas quelque chose que l'on est. Si vous ne faites pas le travail de veiller sur l'autre, de le protéger et de vous montrer présent, alors vous ne méritez pas ce titre. Vous n'êtes qu'une personne qui partage un nom par hasard. Et les noms sont la chose la plus facile au monde à changer. La vérité, c'est que je ne suis pas le méchant de cette histoire. Je suis la victime qui a décidé d'arrêter de jouer son rôle. Je n'ai pas détruit ma famille. J'ai simplement cessé de soutenir la version artificielle d'eux-mêmes qu'ils utilisaient pour m'exploiter. Quand vous cessez de vous comporter en victime, les gens vous traitent de monstre. C'est d'accord. Laissez-les faire. Être le monstre qui protège sa propre vie vaut bien mieux que d'être le bon fils qui meurt dans un lit d'hôpital en attendant des gens qui se moquaient éperdument de savoir s'il vivait ou s'il mourait. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à raconter, et il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver au point où je pouvais me retourner sur ce passé sans ressentir cette vieille douleur familière, mais la raconter a fait partie de mon propre processus de guérison. C'était une façon de reconnaître la blessure, de reconnaître la trahison, et de la dépasser enfin. Si vous avez une histoire similaire, si vous avez dû faire le choix difficile de protéger votre propre santé mentale contre des personnes qui étaient censées vous aimer, j'aimerais que vous m'en parliez. Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience. Savoir que l'on n'est pas seul est le premier pas vers la reconquête de son propre pouvoir. Vous seriez surpris de voir combien de personnes ont leur propre version de chaise vide et de tente en jouet. Nous sommes une communauté de gens qui ont appris à la dure. Et il y a tant de force à savoir que vous n'êtes pas le seul à avoir dû vous choisir vous-même. C'était Silu, et c'est ma vérité. Merci d'en avoir fait partie. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, si elle a trouvé un écho en vous, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne.